Bien, d'abord, bonjour à tous, et je voudrais une nouvelle fois vous remercier pour m'avoir invité. Je ne peux pas répondre systématiquement à toutes vos invitations, mais à chaque fois que je le peux, c'est toujours avec plaisir, parce qu'ils sont rares les espaces dans lesquels on prend le temps sur ces questions-là, de prendre le temps de la réflexion et de la distanciation, et que trop souvent, ceux qui nous attaquent... Voilà. Trop souvent, ceux qui mènent les attaques contre une partie de la société française, que sont les citoyens musulmans, eh bien, trop souvent, nous sommes dans la réaction, alors que nous aurions besoin d'élaborer une véritable stratégie, parce que ce qui se passe aujourd'hui n'est pas une petite affaire. C'est quelque chose qui nous engage pour nous et nos enfants, et que c'est important que l'on puisse prendre le temps de la réflexion pour répondre à ces attaques qui sont des attaques qui se multiplient. Alors, nous sommes de nouveau dans une campagne électorale, et à chaque campagne électorale, nous le savons, et ce n'est pas nouveau, l'immigration est de nouveau mise au centre du débat politique et fait fonction de ce que j'appelle des fonctions de débat-écran. C'est-à-dire que ça permet de ne pas parler d'autres questions, et donc on va mettre en avant l'immigration pour masquer le vide de propositions, le vide de programmes, en tout cas tout ce que l'on ne veut pas mettre au centre du débat politique pour détourner des véritables enjeux. C'est une fonction dérivative pour ceux qui, pour les électriciens, vous savez ce que c'est. Lorsqu'on veut dériver l'électricité vers un endroit, on fait une fonction dérivative. Et bien l'immigration, elle sert de cela. Quand on ne veut pas parler du chômage, on met en avant l'immigration. Quand on ne veut pas parler de la paupérisation, on met en avant l'immigration. Et l'immigration, eh bien, on pourrait s'en foutre et attendre la fin d'une campagne électorale, se dire après ça va se calmer. Sauf qu'à chaque fois, ça construit des couches successives qui finissent par avoir des effets. Ça construit des couches qui autorisent certains à passer à l'acte. Autrement dit, des personnes qui auparavant pouvaient être racistes, mais qui n'osaient pas passer à l'acte, sont autorisées aujourd'hui à le faire, et donc ça crée quelque chose qui est porteuse de danger pour nous tous. Alors ça, c'est déjà ancien. C'est déjà ancien, mais il y a quelque chose de nouveau depuis une dizaine d'années. C'est que, désormais, ça n'est plus sur l'immigration qu'il y a centration, mais sur une religion. Et ce changement-là n'est pas un petit changement. Autant ce que je venais de vous décrire auparavant, la fonction bouc émissaire, existait depuis longtemps, autant l'idée que désormais, ça n'est plus le fait d'être immigré ou d'être de nationalité étrangère qui est diabolisé, mais le fait d'avoir telle croyance, eh bien c'est une dimension nouvelle pour une raison toute simple, c'est que ça crée désormais non plus la fonction du bouc émissaire, mais la fonction d'un ennemi de l'intérieur. Autrement dit, il ne suffit pas d'être français pour être sauvé de cette mise à l'index, etc. Désormais, vos enfants, petits-enfants, petits-petits-enfants, s'ils rappellent qu'ils ont une origine qui est reliée à la religion musulmane, eh bien, vont être considérés comme étrangers. Il y a une opération d'étrangéification des Français qui sont de confession musulmane. Et cette dimension-là, elle est mise en place au travers d'un terme, d'un concept, Ismaël l'a très bien décrit, qui est autour de l'instrumentalisation, la déformation, la réduction du concept de laïcité, qui est la porte d'entrée pour s'autoriser quelque chose qui est l'inverse de la laïcité en termes d'histoire. Je voudrais rappeler, ça sera mon premier point de réflexion, la laïcité est née historiquement pour éviter le traitement exceptionnel des religions minoritaires. Autrement dit, dans l'histoire de ce concept, c'est parce que certaines religions en France, à l'époque la religion juive et la religion protestante, étaient opprimées par la religion catholique, qu'est née la réflexion sur la laïcité. Quelles règles peut-on trouver pour que la liberté de conscience puisse s'appliquer à tous, puisque la liberté de conscience s'appliquait qu'aux catholiques et que les autres n'y avaient pas droit. Et c'est ça le véritable terreau originel de l'émergence de la laïcité. Autrement dit, la laïcité, si on devait la définir en termes d'histoire, c'est la formulation philosophique, politique et théorique, non pas du refus d'une religion ou des religions, mais au contraire, c'est le questionnement sur comment assurer à tous la liberté de conscience. C'est assez extraordinaire qu'un terme qui est né pour assurer à tous la liberté de conscience et donc mettre des règles pour qu'il n'y ait pas de religion dominante sur d'autres soit transformé aujourd'hui en guerre contre une religion
qui est loin d'avoir encore accédé à l'égalité par rapport à la religion majoritaire qu'est le catholicisme. Donc on a un retournement complet de l'histoire du concept. Parce qu'il faut se rappeler que l'héritage qui a donné naissance à cette formulation de la laïcité, c'était la suprématie, l'hégémonie d'une religion catholique, ultramontaine et romaine, qui était dans une relation d'oppression complète avec les religions minoritaires. Et donc tous ceux qui tenteront de nous présenter la laïcité comme un modèle, la laïcité n'est pas un modèle, c'est une réponse pragmatique à une question concrète. Comment nous faisons pour vivre dans une même société alors qu'il y avait une religion dominante et d'autres dominées, il fallait des règles pour supprimer cette domination. C'est donc une question pragmatique et non pas un modèle. En réalité, lorsqu'on nous dit qu'il y a un modèle français de laïcité, c'est une manière de dire il ne peut pas bouger. Et donc c'est une manière de nier son caractère historique. Il a correspondu à une époque, à la formulation, pour permettre l'égalité entre les religions. Maintenant, il y a une nouvelle religion issue des rapports tumultueux entre la France et ses colonies, qui ont fait que le peuplement français s'est transformé et qu'une nouvelle religion existe en France, un islam de France. La question qui est posée, ça n'est pas celle qu'on nous pose aujourd'hui, est-ce que l'islam est compatible avec la République? Quelle réflexion sur la laïcité pour que l'islam puisse prendre toute sa place au même titre que les autres religions, à titre égalitaire, ni plus ni moins, devrait être la réflexion aujourd'hui. Donc ça n'est pas un modèle, c'est une réponse pragmatique, et cette réponse, c'est la réponse à quoi? C'est la réponse à la question suivante. Comment vivre ensemble dans une société plurielle? C'est la seule question qui est à poser. Et quelles sont les règles nécessaires pour que le vivre ensemble dans une société plurielle, culturellement, religieusement, etc., ce vivre ensemble ne se fasse pas au détriment d'une partie? C'est la seule réflexion. Pour le reste, ça n'est que du compromis. C'est-à-dire qu'il faut, c'est une démarche pragmatique qui va viser à regarder les règles qui permettent à la fois de sauvegarder la liberté de conscience pour tous, tout en évitant l'émergence de nouvelles dominations. Et donc ça n'est que du compromis, et ça ne peut pas être autre chose. Le figé en modèle, c'est déclarer la guerre aux religions qui n'ont pas encore accédé à l'expression publique à égalité avec les autres. Autrement dit, ne répondons pas à l'affirmation d'un modèle français de laïcité par l'idée que nous sommes contre le modèle. C'est pas ça la question. La question, c'est juste de se dire, la laïcité, c'est une histoire. Et c'est une histoire qui continue, puisque la composition de la société française continue. Ce qui veut dire qu'il faut tordre le cou à un certain nombre d'idées préconçues, et certains d'entre nous, en réaction, ont tendance justement à ne pas tordre le cou à ces idées, voire même à entrer dans l'image que l'adversaire, dans le piège que l'adversaire tend pour nous. Par exemple, le mythe d'une religion qui, certaines religions, seraient plus conformes à la laïcité que d'autres. Alors on nous citera, mais oui, mais dans la religion catholique, il est écrit « rendre à César ce qui est à César », etc., etc. Sauf que l'on prenne les trois grands livres de toutes les trois religions monothéistes, on peut trouver ce type de phrase. Comme on peut trouver l'inverse, puisque ce sont des textes qui correspondent d'abord à un esprit, et que c'est l'esprit qu'il faut interroger, et non pas tel bout de phrase que l'on découpe, etc. Pour pouvoir mettre en exception l'islam, et souligner que l'islam, par nature, par essence, serait contradictoire avec la laïcité, il faut l'essentialiser. Et effectivement, tous les débats que nous avons eus récemment ont consisté à réduire l'islam en l'essentialisant. Qu'est-ce que ça veut dire qu'essentialiser l'islam? Ça veut dire, premièrement, homogénéiser. C'est-à-dire considérer qu'il n'y a qu'un islam dans tous les temps et dans tous les lieux, que cet islam, il n'y a qu'un islam au sens formel et donc refuser, justement, ce qui a fait la force de toutes les religions monothéistes, c'est qu'elles se sont adaptées à toutes les caractéristiques. C'est pour ça qu'elles ont pu avoir une expression répondue aux questions qu'avaient les peuples dans les différents espaces. Secondo, il faut nier son historicité. Il faut la considérer comme étant une religion qui n'a pas d'histoire, contrairement aux autres qui auraient une histoire. Et puis troisièmement, il faut nier que les interactions que le monde musulman a eues avec les autres mondes tout au long de son histoire. Donc, première conclusion que je voudrais souligner, faisons attention, notre point d'appui, c'est de rappeler, ce n'est pas de nous affronter sur la laïcité, c'est de rappeler les conditions d'émergence de la laïcité. Pourquoi a-t-on besoin de la laïcité? Ceux qui s'attaquent aujourd'hui, ceux qui attaquent la religion musulmane aujourd'hui en la présentant comme contradictoire avec la laïcité, eh bien, font l'économie, s'arrangent bien pour qu'on ne parle pas de la question à quoi elle sert. Seconde dimension que je voudrais souligner, c'est un des points éléments du discours de ceux qui lancent les attaques aujourd'hui. La question du clivage entre privé et public.
Je n'insisterai pas beaucoup là-dessus, mais je voudrais juste rappeler quelques éléments. Ce que j'appelle dans mes écrits les partisans d'une laïcité islamophobe insistent sur le fait que l'être humain ne connaîtrait que deux modes d'existence, le privé et le public. Ce serait une coupure binaire entre les deux, et ce serait une coupure absolue. C'est une réduction de la réalité. Jamais les sociétés ne se sont simplement divisées en certains espaces qui étaient publics et d'autres qui étaient privés. D'abord, nous connaissons des espaces privés qui sont publics. Un café, c'est un espace privé qui est public. Alors on va mettre en avant quoi? On va demander l'interdiction du foulard dans, je ne sais pas, les salles de cinéma, parce que c'est à la fois privé et public. De la même façon, pour tous ceux qui habitent dans les quartiers populaires, vous savez, cette mode de privatiser les entrées, on privatise des espaces publics. Autrement dit, ça ne veut rien dire que de définir la laïcité uniquement par rapport à la dimension des espaces. C'est un peu plus complexe que cela. Il n'y a pas d'un côté le public, de l'autre côté le privé. C'est un peu plus complexe que cela. Seconde dimension, si on rentre dans cette idée d'une coupure binaire absolue entre le privé et le public, eh bien, on se retrouve dans ce manichéisme qui va être de considérer que la liberté de conscience, c'est dans le privé. Et que la liberté de conscience dans le public n'a pas à avoir lieu. C'est l'inverse de la laïcité. Puisque une des raisons pour lesquelles la laïcité est apparue, c'était pour permettre au culte protestant et au culte juif d'exister. Si l'on dit la religion ou la confession ou la liberté de conscience, c'est uniquement le privé, il faut fermer les églises. C'est du public. Il faut fermer les synagogues. Il faut interdire les cloches de sonner. Et donc à chaque fois qu'on nous met en avant cette coupure binaire, et moi dans plusieurs débats j'ai entendu des personnes musulmanes entrer dans le piège et répondre mais non, on est d'accord sur la coupure, mais c'est pas ça, hein. Il faut refuser cette coupure qui est une fausse coupure. Sinon il faut aller jusqu'au bout de la logique, et là bien entendu personne n'ira jusqu'à la dimension. Ce clivage absolu, d'ailleurs je vous le signale, a été déjà remis en cause par d'autres parties de notre population non musulmane. Je vous rappelle, dans différents domaines. Un auteur comme Karl Marx considérait que cette coupure privée-publique était une manière de dire, mais vous savez, tout le monde a le droit de vote, mais après c'est du privé. Donc on ne parle pas de l'égalité économique. Donc il nous disait, tous ceux qui mettent en avant la coupure privée-publique, c'est pour justifier qu'à part le droit de vote, on n'a rien d'autre à revendiquer. Le mouvement féministe, de son côté, a remis en cause également cette coupure en disant, mais vous savez, c'est un peu hypocrite, puisque quand on dit privé-public, c'est comme si le privé n'était pas politique. Sauf qu'on sait très bien que certaines mesures ont des conséquences à l'intérieur de la maison. Et puis aujourd'hui, dans leur contradiction, ils mettent en avant une loi qui empêche aux nounous de garder le foulard. D'abord, on voit tout l'aspect irrationnel de Houssamen. Pour la plupart des femmes musulmanes, elles vont retirer leur foulard à la maison. Donc déjà, cette loi ne tient pas. Et d'un autre côté, on prétend maintenant légiférer sur l'espace privé, puisque c'est à l'intérieur de la maison qu'a lieu cette garde d'enfants. Et donc on voit bien qu'on est sur une logique qui n'est pas rationnelle. C'est l'apparence qui est rationnelle, et qu'on aurait tort de considérer qu'ils finiront par s'arrêter un jour. Si c'était rationnel, on aurait pu croire, certains l'ont cru, qu'ils allaient s'arrêter en 2004. Ça y est, ils ont voté la loi sur le foulard à l'école, l'interdiction du foulard à l'école. Moi je préfère l'appeler comme ça parce que c'est pas le signe religieux, etc. C'était bien celle-là. Ils ont voté, donc certains pensaient que ça y est, ils n'iront pas plus loin. Je peux vous dire que si nous ne sommes pas capables de réagir intelligemment et collectivement, il n'y a aucune raison que ça s'arrête. Demain, ils nous diront dans la rue. Après, ils nous diront dans la tête. Après, je ne sais pas jusqu'où ils peuvent aller. C'est une logique sans fin, puisque ce n'est pas basé sur un raisonnement rationnel. Il y a donc un piège à se laisser enfermer dans le débat sur les espaces, compte tenu de cette complexité. La question n'est pas celle, la frontière entre un espace public et qui serait un espace dans lequel on met de côté sa conscience, et un espace privé dans lequel on aurait la liberté de conscience. C'est pas celle-là. La vraie question, c'est celle entre quel compromis on peut passer dans notre pluralité pour vivre ensemble. Et ça sera ma troisième partie d'intervention, qui est de regarder philosophiquement comment on peut poser la question de la pluralité, de la diversité, qu'elle soit culturelle, religieuse, sociale, etc. On a une fausse vision dominante aujourd'hui qui est de considérer que les ressemblances et les différences, ça s'oppose. C'est ce que j'appelle la logique des vases communicants. Alors ça conduit en matière religieuse à considérer qu'en réalité, l'islam, on est obligé de le tolérer. Mais qu'est-ce qu'on aimerait bien qu'il disparaisse ? Puisque
présentée comme la différence absolue. Et donc quand on nous dit un islam modéré, c'est en gros, faites que ça soit plus de l'islam. Ça conduit au niveau culturel à l'idée d'une assimilation. Et donc c'est cette idée des vases communicants. Au plus il y aurait de différences, au moins il y aurait de ressemblances. Et au plus il y aurait de ressemblances, au moins il y aurait de différences. C'est une logique formelle, ça ne correspond pas à la vie sociale et à la vie humaine. Nos vies sont beaucoup plus complexes que cela. Elles ne fonctionnent pas sur la base de la logique, elles fonctionnent sur la base de la dialectique. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est au plus il y a de différences qui se parlent, qui dialoguent, qui se connaissent, qui ne se font pas peur, que les ressemblances peuvent se vivre de manière non peureuse, de manière non frileuse, etc. Ça n'est pas l'un contre l'autre, ça n'est pas il faut diminuer les différences pour vivre ensemble, c'est l'inverse. Il faut que les différences puissent s'exprimer de manière sereine pour que les ressemblances puissent apparaître. Et donc pour moi, c'est pas au moins il y a de différences, au plus il y a de ressemblances, c'est l'inverse. Au plus il y a de différences, eh bien au plus il y a de ressemblances, mais du coup, elles ne sont pas créatives, elles ne sont pas frileuses, elles ne sont pas des différences de guerre, mais des différences qui enrichissent. Et je crois que c'est ça qu'il y a derrière un certain nombre d'attaques aujourd'hui, l'imposition de l'idée que si tu es différent de moi, on ne peut pas vivre ensemble. Si tu es différent de moi, tu es inévitablement mon ennemi. Alors vous imaginez ce que ça veut dire pour notre société. Il nous prépare une société de guerre. Parce qu'en réalité, tous les démographes nous disent la société française est une société vieillissante. Elle aura besoin de vagues migratoires comme elle n'a jamais connues. Autrement dit, si nous revenons dans 30 ans, dans 40 ans, dans 50 ans, la société française sera encore plus multiculturelle et multireligieuse. Et en même temps, on a un débat politique, on a une logique de raisonnement qui pousse à l'idée qu'il faudrait une unicité culturelle, une unicité religieuse ou une disparition des religions. Restreindre la liberté de conscience au prétexte de la laïcité ne résout rien à la question de la diversité. Au contraire, elle la complexifie et puis elle la rend encore plus polémique. D'autant plus que la laïcité n'a pas de sens si nous n'avions qu'une religion, qu'une culture. Imaginons toute la société française catholique. Toute la société française avec une seule culture. Il n'y a plus de Basques, plus de Bretons, etc. Tout le monde des clones. Imaginons qu'il n'y ait que des clones. Il n'y a pas besoin de laïcité. S'il y a besoin de laïcité, c'est bien parce qu'on est dans une société plurielle. Et donc on est là dans une contradiction complètement irrationnelle, qui est qu'on nous parle de laïcité pour combattre la diversité, alors que la laïcité n'a de sens que parce qu'il y a diversité. Une laïcité dans une société homogène n'a pas besoin d'exister. C'est bien parce que les sociétés humaines deviennent plurielles, et de plus en plus plurielles, et qu'elles le deviendront ici, comme dans l'ensemble des pays du monde. La pluralité est inévitable, qu'on a besoin de laïcité. Mais du coup, si c'est pour répondre à la vie ensemble dans la diversité, eh bien ça ne peut pas se faire contre la diversité, mais en articulation avec elle. Et donc, si la société est homogène, je le disais, pas besoin de laïcité, et c'est l'hétérogénéité croissante de nos sociétés qui nécessite une nouvelle, à mon avis, une nouvelle mise à jour de la laïcité, mais pas dans le sens où on nous la propose. Pour moi, c'est une mise à jour de la laïcité dans un sens égalitaire, c'est-à-dire donner aux religions qui sont arrivées en dernier et qui ont donc du retard en termes de droits, etc., de pouvoir prendre toute leur place. Vous imaginez l'écart. Je dis qu'il faudrait une remise à jour pour plus d'égalité pour les religions nouvelles, et on nous dit aujourd'hui, les droits que vous avez déjà, c'est dangereux pour la République. On est dans un monde qui est complètement inversé. Alors, la logique d'aujourd'hui est une logique qui est problématique parce qu'elle a des conséquences importantes. Je voudrais en souligner juste quelques-unes. Premièrement, cette logique, elle conduit inévitablement à ce que j'appelle, dans mes travaux, le réveil de l'imaginaire colonial. Parce que ce discours sur l'islam n'est pas nouveau. Si vous lisez la manière dont le discours colonial a parlé de l'islam, vous retrouvez les ingrédients de ce que nous avons aujourd'hui. Mais quasiment à la virgule près et sur toutes les questions. L'islam qu'il faudrait combattre parce qu'il opprime les femmes, ça fait partie du discours colonial. L'islam qui serait contradictoire avec la notion de république, ça fait partie du discours colonial. L'islam qui ne permet pas d'exercer la liberté du citoyen, la liberté de pensée du citoyen, ça fait partie du discours colonial. C'est à partir de là que l'idée du statut personnel avait été imposée dans l'Algérie coloniale. C'est de dire, mais s'il garde sa religion, c'est pas possible qu'il soit un citoyen qui vote de manière rationnelle, etc. Et donc, c'est ça qu'il y avait derrière. Et donc, les logiques actuelles sont une réactualisation de discours anciens. Et ça, c'est très dangereux, parce que la société française, quand elle a été contrainte de décoloniser, n'a jamais décolonisé les esprits. Et donc, il y a un terrain fertile sur lequel jouent des charlatans, sur lequel jouent aujourd'hui des manipulateurs de la peur, et qui peuvent effectivement faire un certain nombre
de dégâts. Alors quand je parle de dégâts, c'est parce que je suis très inquiet, non pas tant sur ce que dit un chef de l'État, ou ce que dit tel ministre, ou ce que dit tel homme politique. Ça, après tout, ça fait partie du combat politique qu'on a à mener. Ce qui me fait peur, c'est en agitant ces dimensions-là, très franchement, compte tenu de l'état de notre société française, on a plein de personnes qui ne vont pas bien, on a plein de personnes qui sont fragiles, et leur dire que tu es fragile, c'est du fait de ton voisin musulman, ça autorise ces personnes à passer à l'acte. J'ai peur, moi, très franchement, de cinglés qui pètent un câble et qu'ils aillent agresser leurs voisins, leurs voisines musulmanes, parce qu'on leur a dit à la télé. Mais vous savez, c'est ça le centre de vos problèmes. Ça, c'est la première conséquence. Mais il y a une seconde conséquence. Une seconde conséquence qui est que les personnes qui sont victimes de ce discours de stigmatisation, les personnes de confession musulmane, pour toutes celles qui ne sont pas dans des espaces où on peut prendre de la distance théorique comme ici, de la distance de réflexion, de la distance, etc., c'est d'une violence énorme. Ce que j'appelle les identités blessées. On ne peut pas sans cesse diabolir une identité, diabolir une foi, et considérer que les gens ont spontanément tous les éléments pour réagir sereinement. Et donc je pense qu'effectivement, ces identités blessées vont provoquer, et vous aurez compris que pour moi, la solution, c'est de multiplier ce type d'espace, ce type de réunion, mais vraiment, quand je dis multiplier, c'est par dizaines et dizaines qu'il faudrait les multiplier dans les quartiers populaires, partout où c'est possible, parce que les identités blessées peuvent se retrouver enfermées dans le piège qu'on leur a tendu, c'est-à-dire de simplement avoir comme réaction au discours le contre-discours et de ne pas être dans la déconstruction du discours dominant. Je vous rappelle, c'est pas nouveau, hein. Qu'est-ce que nous disait Aimé Césaire quand il mettait en avant le concept de négritude? On m'a sali en tant que noir, eh bien je te dis, je suis fier d'être noir. Eh bien, c'est ça qu'on va assister comme réaction. On salit les musulmans, eh bien on va avoir une réaction qui dit, je suis fier d'être musulman. C'est très bien pour la personne, ça lui permet de tenir, mais en même temps, ça ne crée pas de stratégie de solution. Ça crée une stratégie pour survivre. Ça ne crée pas une stratégie pour changer la réalité. Donc on ne peut pas se contenter de cela. Et je voudrais maintenant terminer en vous proposant ce que j'estime être moi la meilleure définition de la laïcité, en prenant en compte ces trois éléments du contexte, pour expliquer cette définition. Premier élément du contexte, la laïcité, c'est la réponse, que je disais tout à l'heure, à la nécessité, c'est pas nécessaire, à l'envie de vivre ensemble dans une société plurielle. C'est deuxièmement, cette laïcité, elle se construit, elle se vit aujourd'hui à partir d'un héritage inégalitaire. L'islam est considéré comme la dernière religion et donc elle n'a pas exactement les mêmes droits que les autres pour l'instant. Il suffit de regarder l'héritage de locaux qu'ont l'Église catholique et que n'ont pas les musulmans, etc. Ce contexte-là est porteur de deux dérives. La première dérive, c'est de donner un culte, c'est de vouer un culte au droit à la différence, qui ne va pas prendre en compte l'existence des autres religions et des autres consciences, et donc il ne va pas prendre... On serait là dans une société juxtaposée, et je pense que aucun musulman n'a intérêt à ce que la société française se transforme en juxtaposition, parce que cette juxtaposition, de toute façon, elle serait inégalitaire. Seconde dérive, la dérive inverse, qui est ce que nous propose un certain nombre de politiques aujourd'hui, le refus du droit à la différence, qui ne serait que le retour à l'assimilationnisme de type colonial et qui ne provoquerait que de la violence. Eh bien, si on prend en compte tout ça, eh bien, on s'aperçoit, je sais que c'est une formule qui c'est pas simplement parce qu'elle sonne bien, c'est parce qu'elle me semble vraiment la base du compromis, c'est le droit à la différence. C'est-à-dire pousser la différence le plus loin possible, sans différence de droit, sauf si elle débouche jusqu'à la limite où elle débouche sur le fait qu'une partie a plus de droits qu'une autre. C'est pour ça que la laïcité, ça n'est pas un modèle, c'est un compromis qui articule le droit à la différence jusqu'à la limite d'une différence de droit. Voilà ce qui me semble important. Et très franchement, si on porte nos regards ailleurs, eh bien, on a des pays dans lesquels, alors il n'y a pas de modèle ailleurs, mais des pays dans lesquels cette logique est plus prégnante. Je pense en particulier à ce qui se passe au Québec, où la notion d'aménagement raisonnable a été posée. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une question de ce type-là est posée, eh bien, on se met autour de la table et on regarde, mais ça gêne qui? Pourquoi ça gêne? Ok, ça gêne pour telle raison. Quel est l'aménagement qu'on peut trouver? On est bien là dans la délibération et la négociation, et non pas dans l'imposition d'un modèle. Si on n'est pas capable, collectivement, d'orienter le débat
vers cette dimension-là, nous risquons d'avoir dans le futur, eh bien oui, une multiplication d'un côté de propos comme ceux qu'on a entendus récemment, que ce soit sur la viande halal, que ce soit sur les musulmans d'apparence. Et en réponse à ça, nous risquons d'avoir des réaffirmations d'identité blessée caricaturales qui ne font qu'entraîner cette logique-là. Si on veut éviter l'enfermement dans le piège binaire, nous avons besoin d'être offensifs sur la question de la laïcité, non pas pour la remettre en cause, mais pour revenir à son esprit et revenir à son histoire réelle. Voilà, merci.